Radio Liberté. Radio Liberté. Informer, conscientiser, distraire. 92.8 FM. La grande édition du journal, présentation Tanga Thierry Zongo. Au sommaire de ce journal, le poste de la brigade de gendarmerie de Pama attaqué par des individus armés dans la nuit de lundi à mardi. Un véhicule des forces de défense et de sécurité qui se rendait dans la localité pour prêter main forte à leurs frères d'armes a sauté sur une mine, tuant 7 soldats. Des détails dans quelques instants. Face à ces attaques, le mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP appelle à un sursaut des populations pour venir à bout de ce phénomène. Le MBDHP entend apporter sa contribution en tant qu'une organisation de la société civile. C'est ce que nous confie Chrysogone Zougmore, président du mouvement. Il est notre invité. Le procès du putsch manqué se poursuit du côté de la salle des banquets de Ouaga 2000. 3 accusés étaient devant la barre ce mardi pour répondre des faits qui leur sont reprochés. Bienvenue à tous et à toutes. La brigade de gendarmerie de Pama dans la région de l'Est a été incendiée suite à une attaque survenue dans la nuit de lundi à mardi par des individus armés. Les premiers tirs ont été entendus à 1h46 et se sont poursuivis jusqu'à 2h20 selon un témoin qui a été joint par Radio Liberté. Les assaillants se sont dispersés face à la riposte de la gendarmerie. En rapport avec cette attaque, un véhicule des forces de défense et de sécurité en partance pour Pama pour un renfort a sauté sur une mine artisanale, tuant 7 agents des forces de l'ordre. On dénombre également 6 blessés. Suite donc à l'attaque de la gendarmerie de Pama, les habitants sont restés sous le choc. Et c'est ce que nous confie le témoin de la localité que nous avons pu joindre dans la soirée du mardi 28 août. Nous l'écoutons. Les tirs ont commencé aux environs disons 1h46 précisément. C'est des tirs au début, c'était de manière sporadique, après ça s'est intensifié. Cela, ça continuait ainsi jusqu'à 2h20. Vraiment, vu l'intensité des tirs, on craignait vraiment le pire. Et vraiment, c'était la peur jusqu'au petit matin, quoi. Comme c'était carrément la nuit, dans la nuit tardive, les gens ne sont pas sortis, chacun est resté chez soi. Mais néanmoins, beaucoup de gens se sont fait vraiment réveiller par les tirs qui étaient vraiment intenses. Voilà, et c'est aux environs de 6h. Que bon, tout le monde est sorti pour s'enquérir des nouvelles de ce qui s'est réellement passé au niveau de la gendarmerie. Mais bon, fort heureusement, bon, il n'y a pas eu de blessés ni de dégâts matériels majeurs. Juste, entre une fenêtre noircie, ça devait être du papier qu'ils ont dû brûler. Ils sont rentrés à l'intérieur. Ils ont brûlé, soit c'est du matériel, disons, c'est du papier parce que ça a noirci carrément le mur. Donc, ça s'est limité à là. Si aussi, ils avaient tenté d'emporter une moto qui appartient à un des éléments, mais bon, il a abandonné à quelques encablures. Vraiment, les forces de l'ordre qui étaient sur place vraiment ont résisté et carrément les ont vraiment repoussés. Vraiment, on a loué vraiment leur courage. On était vraiment épatés par ce qu'ils ont fait malgré que les temps étaient durs pour nous. Vraiment, ils s'en sont bien pris, ils se sont bien tirés et les assaillants se sont repliés. C'est aux environs de 7 heures maintenant que pendant qu'on discutait de ce qui est fait, de ce qu'on a entendu dans la nuit, que des informations nous sont parvenues comme quoi malheureusement du renfort venait de Tenko Dogo et que malheureusement au niveau du PK60 un poste de formation en agriculture là-bas qu'on appelle communauté PK60 et c'est là-bas ils ont posé une mine artisanale qui a fait vraiment un grand dégât. Et là ça a replongé tout le monde dans la consternation parce qu'on se croyait tiré d'affaire du moment où il n'y avait pas eu de blessés au niveau de la gendarmerie. Et du coup la ville est carrément devenue morose, les rideaux des grands magasins sont fermés et les débits de boissons tout est fermé. Vraiment la population se sentait très mal et jusque là nous sommes encore sous le choc vu vraiment tout ce qui s'est passé. On parle toujours d'attaque, mais cette fois-ci d'un braquage en plein jour ce mardi. C'est le domicile d'un vendeur d'or non loin de l'hôtel Gambaga à Saint-Cancé qui a été la cible des braqueurs qui seraient au nombre de 4. Une forte somme et un coffre d'or auraient été emportés. Les forces de l'ordre qui ne seraient pas arrivées très tôt sur les lieux, les bandits ont été pourchassés par les Kogloyogo qui n'ont pas pu les rattraper car ayant rapidement traversé la frontière ghanéenne.
Autre chose à présent, on parle du procès du putsch manqué. 3 accusés étaient à la barre ce mardi. Idrissa Koumbem est dans ce studio pour nous faire un résumé de l'audience du jour. Bienvenue Idrissa Koumbem. Bonsoir Thierry. Que peut-on retenir de cette audience? Comme vous venez de le dire, le procès a repris ce mardi et pour cette journée, ce sont 3 personnes qui sont passées à la barre. C'est le lieutenant Bourema Zagré et le sergent Lamoussa Badoum et Parbelem Amidou. Pour le premier accusé, à savoir le lieutenant Bourema Zagré, il est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, mettre coups et blessures volontaires et incitation à commettre des actes contraires au règlement et à la discipline. Il est resté constant à ses déclarations d'hier en rejetant en bloc les faits d'accusation à lui reprocher. Selon son récit, c'est en étant en congé au pays alors qu'il était en mission des Nations Unies au Mali qu'il a été embarqué dans le coup d'État. On retient qu'il a effectué une mission au Togo le 17 septembre pour ramener du matériel de maintien d'ordre. Il reconnaît également avoir conduit une mission à la place de la Nation puis à la poudrière de Nimdi. Il affirme qu'il y est resté jusqu'au 22 où il a regagné le camp. Le parquet militaire a estimé qu'au regard des missions qu'il a exécutées, il est bel et bien responsable des chefs d'accusation qui pèsent sur lui. Ce d'autant plus qu'il a su même qu'il y a eu coup d'État à partir du 17 septembre. Mais pour l'accusé, qui, on le rappelle, a montré une certaine maîtrise des textes régissant les forces armées nationales, a soutenu haut et fort que son acte au cours du coup d'État ne s'inscrivait pas dans le cadre de la consommation du coup d'État. Il affirme que ces missions s'inscrivaient dans une logique d'obéissance à un ordre qui émane de son supérieur hiérarchique, à savoir le chef de corps par intérim, le commandant Aziz Korogo. Face à cette situation, Maître Séraphin a fait observer que la persistance du lieutenant Zagré à ne pas reconnaître les faits, malgré que son récit consolide sa participation au coup d'État, montre à souhait qu'il est un accusé de mauvaise foi, un spécialiste de la langue de bois, et il affirme que son refus de répondre aux questions montre son mépris vis-à-vis du tribunal. Il termine même en disant que le parquet a eu raison de le poursuivre. Mais pour le conseil de l'accusé, maître Willy Dieudonné, son client n'y est pour rien dans cette affaire. Il évoque en aucun cas assurer le maintien d'ordre ou amener du matériel ne saurait être un acte criminel. Après le passage du lieutenant Zagré, c'est le sergent Badoum Lamoussa qui s'est présenté à la barre. Il est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, mettre coups et blessures volontaires et dégradation volontaire de biens. Lui également a plaidé non coupable. Selon son récit, le 15 septembre 2015, il était à la garde au niveau du poste intermédiaire de la présidence. Il affirme que c'est dans la journée du 16 septembre que l'adjudant-chef-major Éloi Badiel l'a appelé pour lui demander s'il pouvait, en sa qualité de technicien de transmission, et arrêter un émetteur d'une radio. Il affirme qu'il a répondu par la négative. C'est alors que le major lui a demandé d'accompagner le sergent Parbelem Amidou à Gouin et à Cambouinsin pour arrêter des émetteurs. Il poursuit en disant que c'est sur le chemin de retour qu'il a été joint par le major Badiel pour leur dire de passer à la radio Omega pour arrêter les émissions de la radio. Selon toujours ses propos, c'est ce qu'ils ont fait, et une fois à la radio, il affirme n'avoir pas détruit du matériel ni porté des coups aux occupants des lieux. Mais il sera vite rattrapé par le parquet militaire qui a lu un passage de la déposition du directeur général de la radio qui disait qu'il a été menacé à mort s'il n'obtempérait pas à leur requête. Le parquet a ajouté également que le directeur de la radio a signalé que lui, Badoum et ses autres collègues ont incendié également 5 motos au niveau de la radio. Il faut préciser que l'accusé et le directeur général de la radio se connaissaient bien puisque l'accusé est le neveu du directeur de la radio Omega. Le sergent Badoum se défend en disant qu'il a constaté effectivement l'incendie, mais qu'il était en ce moment à l'intérieur du bâtiment au niveau du studio de la radio. Après cette mission, l'accusé a reconnu également avoir, sous les ordres du major Éloi Badiel, fait partie d'une mission à l'ARCEPT et à la radio Savane FM. Ces missions, selon ses propos, consistaient à détecter et à arrêter la radio dite pirate qui émettait pendant le coup d'État. Il soutient que pendant ces missions, il n'a fait en aucun moment l'usage de son arme, ni également détruit du matériel, même s'il reconnaît avoir défoncé les portes au niveau de l'ARCEPT et à la radio Savane FM. Il affirme que toutes ces missions, il les a reçues et exécutées sans savoir qu'elles s'inscrivaient dans le cadre du coup d'État. Une affirmation qui n'a pas été du goût du parquet militaire, qui sort l'interrogatoire au fond de l'accusé où il affirmait qu'il avait pris connaissance du coup d'État à partir du 16 septembre. L'accusé va rejeter
rejeté cette déclaration en affirmant ne pas la reconnaître. Le conseil de l'accusé, Maître Stéphane Ouédraogo, va également s'indigner de cette déclaration du parquet, puisque lui-même ne voit pas ce passage au niveau de l'interrogatoire au fond qu'il a. Après vérification des pièces, le tribunal s'est rendu compte qu'il y avait une différence dans le contenu entre le PEV en la possession de Maître Stéphane Ouédraogo et celle en possession du parquet militaire. Le président du tribunal a suspendu l'audience pour une vingtaine de minutes dans le but de se concerter. À la reprise, le parquet militaire a reconnu effectivement qu'il y avait une différence dans le contenu entre le PV et en sa possession et le PV que possédait Maître Stéphane Ouédraogo. Mais le parquet a promis de retirer la question qu'il avait posée en ce qui concerne la partie où Maître Stéphane Ouédraogo n'en possédait pas. Mais le conseil de l'accusé va rejeter cette option en demandant au parquet militaire de lui transmettre la pièce que le parquet a. Face au refus du parquet militaire de communiquer la dite pièce, Maître Stéphane Ouédraogo a demandé une suspension d'au moins 24 heures pour se concerter avec son client. Une requête qui a été acceptée par le tribunal. Après, le tribunal a décidé de remercier le sergent Badoum Lamoussa et a appelé le sergent Parbelem Amidou. Il est poursuivi pour complicité d'attentat à la sûreté de l'État, meurtre, coup et blessure volontaire et dégradation volontaire aggravée de biens. Celui-ci n'aura pas le temps d'étaler tout son calendrier pendant le coup d'État puisque l'aide de la suspension est intervenue à quelques minutes après son interrogatoire, mais il faut retenir au moins ce qu'il a plaidé non coupable. De son petit récit qu'il a donné, on retient qu'il a exécuté des missions que son collègue, je veux dire du sergent Badoum Lamoussa, c'est-à-dire la mission à Gouin, à Camboinsin et à la radio Omega. Voici Tanga Thierry Zongo le point que l'on pouvait faire de cette journée au niveau de la salle des banquets et l'audience reprend demain mercredi à 9h avec le sergent Parbelem Amidou à la barre. Merci à vous Idrissa Koumbem. La suite du journal, c'est dans une poignée de secondes. Le mouvement d'humeur entamé par les chauffeurs routiers depuis samedi affecte la vie quotidienne des usagers au regard de la pénurie d'essence que cela a occasionné. Quelques citoyens de la ville de Ouagadougou qui se prononcent disent déplorer la situation. Ils interpellent par ailleurs les autorités à prendre des mesures pour résoudre ce problème, suivant ce micro-trottoir réalisé par Rabi Kaba et Voubi Nebié. Ce que les transporteurs sont en train de faire là, vraiment c'est pas bon. Ils n'ont qu'à faire pardon. Sinon c'est pas facile, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'essence, on va se débrouiller comment. Même condiment là même là. Les femmes leur disent que comme ils ne parlent plus faire choses maintenant, eux ne peuvent plus même aller chercher condiment. Donc maintenant nous on va faire comment? S'il n'y a pas à manger là-haut, eux mais ils vont faire comment? Le gouvernement là aussi n'a qu'à les écouter et puis ils vont s'entendre. Sinon c'est pas facile, la population la même souffre. C'est pas facile, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas d'essence. On va vivre comment? Non, je ne sais même pas comment répondre ça, mais ils n'ont qu'à voir les problèmes de chauffeurs là seulement. S'ils ont pu régler ça seulement, nous en tout cas on souhaite qu'ils n'ont qu'à s'entendre pour que la population va gagner l'essence. Sinon comme ça ça joue sur tout le monde. Le gouvernement ferait mieux de convoquer les transporteurs là, et puis trouver une solution en fait, même si c'est une solution intermédiaire en attendant la raison définitive de ce problème là, parce que ça handicap. On est en ville et sans ce précieux liquide là, eh bien rien n'est possible. Donc même si c'est une solution en fait intermédiaire, il gagnerait en tout cas à agir au plus vite pour que les gens puissent être soulagés, surtout que c'est la période des concours. Donc comment est-ce que les étudiants les uns et les autres pourront aller composer s'il n'y a pas ce minimum là? Qui prennent la question à bras le corps pour que la solution soit trouvée en fait de façon immédiate à ce problème là. L'affaire d'essence là, c'est pas agréable présentement. On est assis, on n'est même pas allé au boulot à cause de ça. Il faut résoudre le problème pendant qu'il est temps. Comme ce sont les autorités même, ils savent pourquoi il y a ce genre de choses. Ils sont au courant. Ils n'ont qu'à régler la situation là, pendant qu'il est temps seulement. Vraiment, c'est très désagréable que dans un pays capital, il n'y ait pas d'essence, qu'à défaut de grève. Donc, il faudrait qu'on revoie, sinon ça nous pénalise. Les autorités n'ont qu'à voir vraiment. Nous sommes là, nous sommes les citoyens, nous sommes là, on sait pas, on est dans le pays, mais on ne sait pas ce qui se passe là-bas, qu'il y a une grève d'essence au minimum. On devrait vraiment voir ça, c'est la majeure partie des choses. Il faudrait vraiment qu'ils résolvent ça au plus vite possible. Après les réactions des citoyens, nous avons approché des structures de défense de consommateurs. D'abord, la Ligue des consommateurs du Burkina, qui estime que le mouvement d'humeur des chauffeurs routiers cause de nombreux préjudices pour les consommateurs et aussi sur l'économie nationale. Pour cette organisation de consommateurs, il est inconcevable que les populations payent
pour des querelles entre les organisations. Daniel Da, un des responsables de la Ligue des consommateurs, s'exprime sur cette question. Il a été joint par Danouma Ismaël Traoré. Nous sommes en train de vivre ce que nous craignions il y a quelques mois lorsque des chauffeurs avaient déjà bloqué le pays. Des chauffeurs routiers qui lancent une grève illimitée, nous souhaiterons savoir devant qui, pour qui et contre qui la grève est lancée. Est-ce que la grève est lancée contre les consommateurs, contre les usagers de la route, les passagers, ou c'est une grève qui est lancée contre leur patron ou contre leur organisation qui représente leurs intérêts? Moi, je crois qu'il est temps que dans ce pays, on puisse quand même un peu civiliser un peu les choses. Nous n'avons rien contre, nous ne cherchons même pas à connaître le fond de leurs problèmes. Mais tel que nous l'avons appris, nous ne pouvons pas imaginer que les chauffeurs, soient-ils propriétaires ou non de camions, aient décidé de leur propre chef de toucher un service public très sensible qui, à partir de leur acte, a des répercussions aussi bien sur l'économie nationale, mais surtout aux consommateurs, aux usagers, dans ces périodes où tout le monde a besoin des moyens de déplacement. Il est temps que ce moment d'humeur soit quand même un peu canalisé. Et nous, en tant que consommateurs, nous ne pouvons pas supporter qu'un problème au sein d'une organisation de la société civile, d'une association parmi les 100 000 qui existent au Burkina Faso, fût-elle une association de transporteurs. Imaginez-vous aujourd'hui qu'à partir d'une sorte d'humeur envers leur président, qui n'a aucune responsabilité au niveau du pays, qui n'est pas touché par les affaires publiques, qui n'est pas gestionnaire, mais dans aucun point de la gouvernance nationale, qu'on arrive à bloquer tout le pays avec toutes les conséquences que nous connaissons aujourd'hui. Nous pensions que c'était une affaire intra-organisationnelle. Nous ne savions pas que le ministre qui allait négocier, c'était simplement pour leur dire de libérer les lieux et de transporter ou de transborder leurs problèmes ailleurs sur la place publique en bloquant toutes les routes aujourd'hui, en jouant sur l'économie, en créant des facteurs, peut-être même que c'est préparé, et la pénurie d'essence à l'espace de 48 heures. De son côté, le porte-parole de la coalition contre la vie chère de la ville de Ouagadougou estime par contre que les consommateurs doivent soutenir les chauffeurs routiers pour qu'ils obtiennent une solution durable. Selon lui, une lutte qui ne fait pas mal ne permet pas au patronat et au gouvernement de prendre en compte les préoccupations. Il ajoute que les conséquences sont tout à fait normales. Dominique Yameogo a été joint par Dasmane Nyangane. Face à la situation dont nous avons essayé de comprendre, les chauffeurs routiers, ils ont des préoccupations qu'ils ont posées. D'abord au niveau salarial, ils disent que les salaires sont bas. Dans un contexte de vie chère, si les salaires sont bas, bon, ça ne leur permet pas quand même de faire face aux problèmes qu'ils vivent. Ensuite, ils disent qu'ils ont des problèmes de conditions de travail. Ils peuvent aller à Lomé, au Ghana. Ils peuvent faire un mois et demi sans pouvoir faire un chargement. Ils demandent au patronat de revoir aussi la question. Je pense que tout cela vraiment contribue à la cherté du coût de la vie à leur niveau. Donc, ce sont des préoccupations. Ils ont engagé une lutte, mais il ne peut pas y avoir de lutte sans conséquence. Une lutte qui ne fait pas mal ne permet pas au patronat et au gouvernement de prendre en compte leurs préoccupations. Donc on comprend très bien leur colère et leur ras-le-bol. Ils disent qu'ils ont même pas posé le problème, il n'y a pas eu de solution. Vous l'avez dit, il y a des conséquences, notamment au niveau des consommateurs. Quelle réaction avez-vous à ce niveau précisément? Les conséquences au niveau des consommateurs, c'est tout à fait normal. Et en tant que consommateurs, nous devons comprendre leur situation, les appuyer, les soutenir pour qu'il y ait la solution là soit vraiment durable. Parce qu'ils n'ont pas d'autres moyens en tant que salariés. Voilà des salariés qui se battent et pour eux et pour les petits patrons. Ils n'ont pas le choix. Donc, en tant que consommateurs, nous devons comprendre la situation, les soutenir, contribuer à éclairer la situation pour qu'il y ait une solution et qu'il soit aussi durable dans l'intérêt de tout le monde. Et puis cette information en bref, suite à la manifestation des chauffeurs routiers, le gouvernement a suspendu les activités de l'Organisation des transporteurs routiers du Faso et de l'Union des chauffeurs routiers du Burkina. L'information a été donnée par nos confrères de radio Savane FM. Zoom sur le web. Le mouvement des chauffeurs routiers retient l'attention de nos internautes. Suivons quelques réactions avec Rakiswende Yvonne Nanema. Sur son profil Facebook, Wilfried Bakouan soutient que ce n'est pas en s'en prenant aux transporteurs routiers que les choses vont changer. Il poursuit avec une série d'interrogations en ces termes. Pourquoi la seule journée de grève peut conduire à une grande pénurie? Pourquoi la souveraineté n'est plus prioritaire, surtout quand on sait que l'énergie est un important facteur de production quotidienne pour le privé comme le public? Que veut-on construire avec cette façon de faire, c'est-à-dire laisser pourrir pour accuser? Dans la même veine, Sayou Babagui a fait la publication suivante. D'aucuns maudissent les transporteurs et d'autres s'en prennent aux vendeurs qui font la spéculation. Cherchez les vrais responsables ailleurs. Si on est d'accord avec le capitalisme, il faut l'accepter avec toute sa perversité.
qu'au Dieu va les payer. S'il y a bien quelqu'un qui n'a pas sa place dans le capitalisme, c'est Dieu, souligne-t-il. Kabore Taïrou Kouka, lui, ajoute ceci. Si on fait une petite analyse des acteurs de la filière carburant au Burkina, vous verrez que dans la chaîne, ce groupe d'acteurs qui nous vendent l'essence à 1500 francs sont moins influents, ont une faible responsabilité et sont moyennement importants. Ça choque, mais ce ne sont pas eux la source de notre problème. Continuons l'analyse. C'est quoi ce pays? S'interroge Boukari Ouba avant de poursuivre. Il suffit d'un rien et le pays devient invivable. À peine 48 heures de grève, les transporteurs et les stations d'essence sont à sec. Franchement quoi? Réveillez-vous car vous n'avez pas encore un pays. Résilience et soutenabilité zéro. Est-ce possible pour l'autorité d'éviter la pénurie de carburant avec le débrayage des routiers? Ma réponse est non, conclut Yapsi RD. En attendant une fin heureuse de cette crise des chauffeurs routiers, c'est la population qui en pâtit. Si la crise se poursuit, ce sont surtout mes amis candidats à la recherche d'un emploi dans la fonction publique qui batailleront pour avoir de l'essence. Quand on sait que les distances dans la capitale, surtout burkinabé, ne sont pas faciles à joindre, ajoute Ousmane Dikou. Face à cette pénurie d'essence, certains internautes ont leur petite idée et disent opter pour un autre moyen de déplacement. Serge Ekra déclare ceci. Je viens de décider à l'instant même. Demain matin, j'achète mon vélo. Zakaria Nombré publie une photo dans laquelle il est sur une bicyclette. Il accompagne la dite photo avec le commentaire suivant. C'est pas un sport mais c'est une obligation. Depuis quelques jours, nous avons un problème de carburant suite à une grève des transporteurs routiers. Actualité hors de nos frontières, la vice-présidente de la Cour suprême du Kenya, Philomena Mwilu, a été arrêtée ce mardi. Elle est soupçonnée d'enrichissement personnel illégal, a déclaré le procureur en chef du pays. A noter que la vice-présidente figurait parmi les juges qui avaient annulé la réélection en août 2017 du président Uhuru Kenyatta. Au Soudan du Sud, le chef rebelle Riek Machar a refusé de signer ce mardi le document final sur le partage du pouvoir avec le président Salva Kiir. Les principaux groupes d'opposition sud-soudanais, dont celui de Riek Machar, ont refusé de signer le document final, exigeant que leurs réserves y soient intégrées, a annoncé le ministre des Affaires étrangères soudanais, dont le pays parraine les pourparlers de paix au Soudan du Sud. En rappel, un accord de paix avait été signé le 5 août dernier à Khartoum entre le président Salva Kiir et Riek Machar. La page invitée. Face à ces différentes attaques dont différentes localités du Burkina Faso font l'objet, il faudra de plus en plus un sursaut d'ensemble des populations pour faire face à ce phénomène extrêmement dangereux. Et le MBDHP entend apporter une contribution à la hauteur de ses capacités et de ses moyens en tant que structure de la société civile. C'est ce que nous a confié dans cet entretien le président du mouvement burkinabé des droits de l'homme et des peuples MBDHP, Chrysogone Zougmoré, répond aux questions de Dasmane Nyangane. Chrysogone Zougmoré, bonjour. Bonjour. Plusieurs localités du Burkina continuent de faire l'objet d'attaques. La dernière en date est celle survenue depuis la nuit du lundi 27 au mardi 28 août dans l'est du Burkina, avec déjà 7 soldats tués. Quelle réaction faites-vous de cette situation ? Je voudrais d'abord m'incliner sur la mémoire de ces jeunes qui ne cessent de tomber devant ces actes barbares terroristes que nous subissons depuis un certain temps. Vous savez, chaque fois que des vies sont arrachées, surtout dans de telles situations, cela ne peut laisser indifférent une structure comme le MBDHP. Et je crois que, comme vous l'avez si bien souligné, la situation devient extrêmement préoccupante. Nous avions affaire aux régions du Nord et du Sahel, et aujourd'hui on se rend compte que c'est pratiquement l'ensemble du territoire national qui est confronté à ce problème d'attaque djihadiste. Donc il y a des efforts à entreprendre, non seulement au niveau des éléments des forces de l'ordre et de sécurité, mais je pense que de plus en plus il faudra un sursaut d'ensemble de l'ensemble des populations du pays pour faire face à ce phénomène extrêmement dangereux. Et comment ce sursaut d'ensemble des populations peut se faire? Je crois qu'il appartient à chaque segment de notre société, aussi bien les politiques, les coutumiers, les religieux, mais également les structures de la société civile comme le MBDHP et d'autres associations, de faire un puissant
intéressant travail d'information auprès des populations, de sensibilisation auprès des populations, parce que la lutte contre le terrorisme a beaucoup de facteurs, du moins ça a beaucoup de facettes, beaucoup d'approches. Et je pense qu'on peut procéder également à des actions de sensibilisation auprès des populations et surtout insister pour que l'ensemble de ces populations-là dans leurs divers segments puissent un temps soit peu, ne serait-ce qu'en matière de renseignement, apporter une contribution beaucoup plus accentuée dans cette lutte contre le terrorisme. En termes de droits humains, quelles pourraient être les probables conséquences de la recrudescence des attaques? Oui, vous savez que le premier des droits humains, c'est le droit à la vie. Comme je l'ai dit tantôt, nous avons déjà perdu pas mal de personnes, aussi bien des éléments de force de l'ordre et de sécurité que de populations civiles. Il est temps que cela s'arrête parce que déjà nous vivons des situations extrêmement difficiles au plan social. C'est pour moi en tout cas l'occasion d'attirer l'attention sur nos autorités que la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent doit aller de pair avec la lutte contre la misère et les difficultés que vivent nos populations. J'ai parlé tantôt de contribution de ces populations-là. Lorsque les populations vivent dans un état de misère absolue, il est extrêmement difficile pour ces populations-là d'apporter une contribution dans cet élan patriotique-là. Donc je pense qu'il faudra juguler les deux tendances, les deux facteurs pour faire en sorte que, en tout cas, nous puissions, en tout cas au bout, arriver donc à vaincre ce phénomène qui ne fait que endeuiller les familles, aussi bien dans les villes que dans les campagnes. Une telle situation va certainement exiger plus d'efforts du MBDHP dans sa défense et promotion des droits humains. Oui, naturellement, comme je l'ai dit, il faudra qu'on s'implique d'une manière ou d'une autre. C'est vrai que sur le champ, je ne peux pas dévoiler ou déballer ce que nous pourrions faire, mais je crois que c'est une question qui nous préoccupe au plus haut point en tant que structure de défense des droits humains, dont le premier, comme je l'ai rappelé tantôt, est quand même le droit à la vie. Nous allons donc nous y atteler. Nous tiendrons bientôt notre congrès, notre 7e congrès ordinaire. Ce sera l'occasion pour nous de revenir sur cette question-là et de voir dans quelle mesure nous pourrions apporter une contribution à la hauteur de nos capacités, à la hauteur de nos moyens en tant que structure de la société civile. Merci. Merci bien. Point final pour ce journal qui a été réalisé par Tiona Sanogo. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programmes sur Radio Liberté.